C'est le Centre Justice et Foi qui organise des soirées comme celle-ci, ce qu'on appelle les soirées relations, qui généralement ont lieu à la Maison Bellarmine sur la rue Jarry, mais cette fois-ci, on avait le goût de sortir de notre cadre, de se déstabiliser un peu, puis peut-être d'accueillir aussi des nouvelles personnes qui viennent ici au Café L'Artère également. Alors, ce soir... avec nos 3 conférenciers, nous allons prolonger et compléter d'une certaine manière le dossier de la revue Relations. C'est un dossier qu'on voulait faire depuis un certain moment, mais là, vraiment, c'est devenu une sorte d'urgence, une sorte de nécessité. Le thème s'imposait de plus en plus à nous. On avait envie d'aborder la question de la surveillance, ce Big Brother qui devient de plus en plus obèse, on dirait, plus le temps passe. Et comme les révélations d'Edward Snowden l'ont révélé au monde entier, on est de plus en plus dans une société de surveillance. Mais ça nous intéressait aussi de regarder ça aussi un peu plus largement, donc de parler aussi de contrôle social, de pas seulement s'attarder à la surveillance, mais la surveillance, c'est un moyen pour une visée plus large qui est différentes choses. Ça peut être la sécurité publique, ça peut être le commerce, mais c'est aussi plus largement le contrôle social. Alors, on s'est donné une perspective là, qui dépasse la stricte surveillance. Je vais vous présenter brièvement le contenu du dossier, étant donné que c'est aussi un lancement ce soir. Je vais faire ça vite, mais pour vous donner une idée de la perspective qu'on a adoptée. Et ensuite, on passera à la table ronde. Alors, Emiliano Arpin-Simonetti, qui est à ma droite ici, est secrétaire de rédaction à la revue Relations. Et c'est lui qui fait le texte d'ouverture, de présentation de notre dossier. Alors, j'en dirai pas plus long. C'est son intervention vous dira, en fait, l'essence de son propos. Notre dossier présente aussi une analyse de Maureen Webb, qui est une auteure que vous connaissez peut-être parce qu'elle a publié L'illusion sécuritaire, fichage, torture, personne n'est à l'abri aux éditions Éco-Société. On était très heureux qu'elle accepte d'écrire dans notre dossier. Et elle analyse un peu le sens troublant des révélations d'Edward Snowden et aussi le travail de Wikileaks, ce que ça nous dit là, de préoccupant, tout ce processus-là. On a aussi Maxime Ouellette, qui, lui, a fait un texte percutant sur cybercapitalisme et totalitarisme. Il est un peu complété par un court texte de Stéphane Léman-Langlois qui, lui, s'attarde plus spécifiquement à la question de l'industrie très lucrative des données personnelles. Et ensuite, je dirais, le reste du dossier, là, ça s'élargit un peu. Alors, on a Éric Gagnon, qui est sociologue à Québec et qui, lui, aborde la question de toute la multiplication des formes de contrôle dans nos vies, alors qu'on vit pourtant dans des sociétés qui aspirent à la liberté. Alors, il nous parle de ce paradoxe-là qui est au cœur de nos vies à tous. Raymond Lemieux, ensuite, aborde la question des contrôles religieux et de la perte de sens, sujet aussi brûlant d'actualité. Et Jean-Claude Ravet, qui est au fond là-bas, qui est notre rédacteur en chef, qui peut faire un petit coucou quand même pour que vous sachiez que c'est lui, le rédacteur en chef de Relations, écrit sur le biopouvoir, l'utilitarisme et l'importance du lien social comme antidote, si on veut, à une société de surveillance qui tombe dans la paranoïa, finalement. Il y a aussi Dominique Boisvert, c'est tout un dossier, comme vous voyez. Dominique Boisvert nous parle des résistances à cette société-là. Emiliano aussi nous en parle un peu dans le dossier. Et finalement, Suzanne Jacob, l'écrivaine que vous connaissez sans doute, signe aussi un très beau texte sur la servitude volontaire. Alors, nos numéros sont toujours accompagnés par un artiste invité. Alors, celui qui nous a accompagnés pour celui-ci ici ce soir, c'est Jean-Pierre Rivet. Je le salue. Je salue tous les collaborateurs que j'ai peut-être pas repérés qui sont ici aussi parmi nous. Alors, merci Jean-Pierre d'être venu à cette soirée. Alors, place maintenant à nos conférenciers. Je vais vous les présenter. Donc, aux côtés d'Emiliano, c'est Martine Éloi, militante à la Ligue des droits et libertés. Vous vous doutez bien que la Ligue des droits et libertés travaille beaucoup sur le sujet de la surveillance et ils ont des publications aussi à ce sujet-là que vous pouvez trouver à l'entrée. Et à ma gauche, André Mondou, sociologue à l'École des médias à l'UQAM. Il s'occupe aussi d'un groupe de recherche sur la surveillance et l'information au quotidien. Dont fait partie Maxime Ouellette, d'ailleurs. Ah, dont fait partie Maxime Ouellette qui a contribué à notre dossier. Alors, chacun va nous faire une présentation de 20 minutes.
je vais, je rigole un peu parce que je vais exercer un certain contrôle social ce soir, donc en veillant à ce que tout le monde respecte son temps et qu'on puisse avoir un bel échange dans la deuxième partie de la soirée. Donc après les interventions, il y aura une pause. Vous pourrez prendre une bière, prendre un verre, puis on se retrouvera ensuite pour une période d'échange et de débat. Alors on commence avec Emiliano qui met la table un peu. Il va nous expliquer les grandes dynamiques de cette société de surveillance et où, je dirais, le contrôle social avance tantôt masqué et tantôt à visage découvert. Hein. Des fois, le contrôle est flagrant, mais des fois, il est très, très sournois. Alors, mon cher Emiliano. Merci, Catherine. C'est ça. Merci en tout cas d'être venu ce soir, aussi nombreux. Le sujet qu'on aborde ce soir, malheureusement, il a pris beaucoup de place dans l'actualité ces dernières semaines, avec les attentats qui ont eu lieu à Paris contre Charlie Hebdo, puis dans une autre moindre mesure, dans les attentats qui ont eu lieu au Canada à l'automne dernier, à Ottawa, puis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Disons que la question du renforcement des pouvoirs de surveillance a tout de suite été évoquée par nos dirigeants. Cela dit, comme vous le savez, si vous suivez un peu l'actualité, et surtout depuis l'affaire Snowden, la tendance vers le renforcement des pouvoirs de surveillance, ça ne date pas d'hier. Il y a plusieurs dynamiques qui sont à l'œuvre dans la société qui nourrissent cette tendance lourde depuis au moins les 15 dernières années, sinon plus. Puis c'est un peu ce que je vais essayer de vous résumer, ces grandes tendances-là, rapidement, et esquisser très à grands traits. Donc, il s'agit en gros de, tout d'abord, la logique de la guerre au terrorisme. Ça, on est au courant. Hein? Il y a la dérive sécuritaire de l'État néolibéral, à l'ère néolibérale. Et puis, il y a aussi l'imitation du cybercapitalisme depuis au cours de la dernière décennie. Cet aspect-là de la question, je vais l'aborder plus succinctement, parce que M. Mondou va vous en parler davantage. Mais tout ça pour dire que ces grandes tendances-là se conjuguent puis pour faire en sorte que nos vies sont de plus en plus transparentes aux yeux des entreprises et de l'État qui ont intérêt à infléchir nos comportements. Mais en retour, leurs activités à ces entités-là, elles, nous sont de plus en plus opaques. Donc, on voit que c'est pas un sujet très gai, mais je vais laisser Martine Éloi ensuite vous redonner un peu plus d'espoir sur la résistance. Donc, comme je disais à l'instant, c'est ça, on le voit ces temps-ci avec l'horreur puis la peur qui ont suscité les attentats de Paris, puis ceux qui ont eu lieu au Canada à l'automne, il y en a déjà, il y a certaines personnes qui appellent à renforcer les pouvoirs des services de renseignement et de sécurité, et en particulier nos dirigeants. À Paris, on a parlé d'instaurer une forme française, disons, de Patriot Act, pour élargir les pouvoirs de surveillance. Puis c'est la même chose ici, au Canada, où dans les semaines à venir, le gouvernement de Stephen Harper va déposer un projet de loi pour renforcer les pouvoirs de surveillance du web en particulier. C'est ce qu'on a pu comprendre dans les journaux ces derniers jours. Et aussi pour augmenter les pouvoirs de détention préventive des forces de l'ordre. Donc, au-delà des récupérations politiques qui sont réelles, qui sont déplorables de la part de certains de nos dirigeants, la réaction de ce désir de sécurité est quand même un peu compréhensible devant la violence des gestes qui ont été commis. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a déjà beaucoup de lois et de directives qui donnent des très larges pouvoirs à nos instances à nos services de renseignement et de sécurité nationale. Et, seulement, par exemple, juste au Canada, on a la loi antiterroriste de 2001 qui permet déjà des écoutes électroniques sans mandat dans certaines circonstances, sans mandat judiciaire, s'entend.
et puis qui donne des pouvoirs de détention préventive dans certaines circonstances. Il y a aussi le Centre de sécurité des télécommunications du Canada, qui est le CSTC, l'acronyme, qui est un peu l'équivalent de la National Security Agency aux États-Unis, l'agence où travaillait Edward Snowden, qui a un programme de géolocalisation des appareils mobiles on a appris ça l'an dernier. Et c'est un programme qui leur permet, en recueillant des informations à partir de points d'accès Wi-Fi un peu partout, de suivre à la trace des téléphones. Ça, c'est bon. Il y a un programme similaire qui existe en France depuis 2013. Donc, tout ça pour dire que les lois existent déjà, puis rajouter de nouvelles lois pour renforcer les pouvoirs de sécurité. Puis il y a plusieurs experts qui se sont prononcés dans les médias ces dernières semaines pour dire que ça ne va pas entraîner des gains d'efficacité nécessairement dans la lutte contre le terrorisme. Juste pour donner un exemple, tous les complots qui ont été organisés, disons, en sol canadien depuis 2001, ont été déjoués par les forces de l'ordre, sauf les 2 derniers à l'automne. Mais même dans ce cas-là, les 2 suspects, celui d'Ottawa au Parlement, puis celui de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, les 2 suspects étaient déjà sous surveillance. Donc, le problème, la défaillance, si on veut, elle vient pas de l'appareil de surveillance. Il y a plusieurs causes que certains ont évoquées. Je ne m'aventurerai pas là-dedans, mais tout ça pour dire que la surveillance est déjà bien installée. Donc, pourquoi la renforcer encore? Il faut comprendre qu'il y a un contexte global qui crée une forte pression quand même pour aller dans ce sens-là. D'abord, ce qu'on a appris aussi des révélations d'Edward Snowden, je ne m'étirerai pas là-dessus, je vais juste mentionner ce cas-là, c'est que les services de renseignement du Canada, des États-Unis, de l'Australie et puis de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni travaillent en étroite collaboration dans un partenariat qui s'appelle les Five Eyes, les 5 yeux, et qui fonctionne de façon très intégrée, presque à la manière d'un seul organisme. Donc, chaque fois qu'un des partenaires a des nouveaux pouvoirs en matière de surveillance, ça renforce l'entité au complet. L'entité, ça a l'air un peu extraterrestre, mais c'est... Ensuite, donc il y a vraiment une grande pression qui vient de ce partenariat pour renforcer les mesures de sécurité. Puis aussi, il y a une logique d'institution qui s'installe, les services de renseignement ont besoin en fait, les lois antiterroristes et les lois spéciales donnent les coups des franches aux services de renseignement pour avoir accès à des montagnes de données via d'informations, entre autres celles des compagnies de télécommunications et puis les géants du web, là, qu'on a pu voir dans le cas de la NSA aux États-Unis. Donc, il y a une surenchère qui se produit. Puis, il faut dire aussi que les services de renseignement prennent une place de plus en plus grande dans l'appareil d'État surtout depuis le 11 septembre 2001. Donc, c'est ce qui nous amène à la deuxième tendance qu'on observe, qui est la dérive sécuritaire néolibérale. C'est-à-dire que on dit souvent que à l'ère néolibérale, l'État rétrécit, qu'on réduit la taille de l'État, mais ce qui est plus exact, c'est de dire que l'État change de mission. Il se détourne en fait de ses missions sociales, la redistribution de la richesse vers les plus démunis ou tous les programmes sociaux, puis pour se concentrer davantage pour se replier, disons, sur les prérogatives de sécurité, les prérogatives classiques de l'État, donc sécurité, police, armée. Par exemple, au Canada, ça on peut le voir, c'est des graphiques qui sont tirés d'une note socio-économique de l'IRIS sur la dérive sécuritaire au Canada. On voit bien que, depuis 98 jusqu'à 2013, les dépenses sécuritaires totales du Canada ont augmenté de 56 %, alors que les dépenses totales ont augmenté seulement de 26
Et on voit très bien, si on se fie à la courbe derrière moi, que ça augmente beaucoup plus rapidement à partir de 2006, qui est la date d'entrée au pouvoir des conservateurs à Ottawa. Donc voilà pour ça. Puis il y a aussi le budget du CSTC, qui est l'équivalent de la NSC canadienne, a augmenté de 100 millions de dollars en 99 pour passer à 829 millions depuis pour le budget de 2014-2015. Donc c'est presque ça a presque été décuplé. Voilà. Donc cette austérité sélective, si on veut, elle s'accompagne aussi d'une idéologie qui voit dans le marché, dans les entreprises, la seule principale source de prospérité pour la société. Puis, dans ce contexte-là, les opposants qui sont politiques, qui sont toujours plus nombreux, puis c'est légitime étant donné qu'on sort dans les programmes sociaux, sont de plus en plus conçus dans une logique d'affrontement. Donc, ils sont conçus comme des ennemis qu'il faut neutraliser, plutôt que comme des détenteurs d'une parole légitime qu'on doit entendre si on vit encore dans un pays démocratique. Et puis, juste pour donner 2-3 exemples, les écologistes qui sont contre les pipelines en savent quelque chose, et les militants anticapitalistes aussi, ces deux groupes ont été inclus dans la stratégie antiterroriste canadienne en 2012, donc ils sont visés par les autorités. C'est la même chose pour les groupes autochtones qui s'opposent aussi au tracé des pipelines et qui ont des revendications territoriales tout à fait légitimes pour le faire. Ils sont placés sous la surveillance étroite des services de renseignement canadiens. Donc, on voit aussi que les services de renseignement sont mis au service des entreprises pétrolières en particulier, puis minières, tant au Canada qu'à l'étranger, où les services canadiens ont participé à l'espionnage de certaines minières au Brésil, par exemple. Donc, il y a un maillage là, entre l'État et les entreprises. Ce qui nous amène donc à la troisième dynamique dont je voulais vous parler, qui est la limitation du cybercapitalisme, qui est, c'est tout à fait cohérent avec l'approche néolibérale de l'État. C'est-à-dire que l'État, dans cette optique, c'est plus un dispositif sécuritaire qui est mis au service du marché, davantage qu'un État totalitaire à la Big Brother qui est capable de modeler les consciences. Hein. Quand on parle de Big Brother, c'est l'image qu'on en a, mais l'État, actuellement, c'est pas vraiment le rôle qu'il a. En toute cohérence avec la logique néolibérale, c'est plus au marché qui laisse le rôle de réguler la société, si on veut. C'est la grande main invisible du marché qui auto-harmonise tous nos besoins et nos désirs, surtout avec des outils de surveillance et de profilage qui sont de plus en plus sophistiqués, puis en fait qui soutiennent tout l'édifice, si on veut, de la surveillance de masse des populations. Ces outils-là, M. Mondou vous en parler peut-être plus en détail, mais rapidement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont issus d'un nouveau modèle d'affaires dans le domaine du web depuis une dizaine d'années environ. La nouvelle tendance, c'est d'offrir les produits et services informatiques presque gratuitement, mais on les paye en consentant à ce que nos données personnelles soient revendues ensuite à des entreprises qui cherchent à modifier nos comportements. Donc, c'est avec de la publicité qui est de plus en plus ciblée, puis des formes de marketing qu'on appelle behavioral, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes sur la rue, vous marchez près d'un Starbucks, puis d'un coup, votre téléphone, vous recevez une publicité qui vous offre un rabais pour aller chez Starbucks, donc pour essayer de vous attirer dans le commerce, ou ça peut aussi prendre la forme de différents avantages qu'on donne à des bons clients aussi, qu'on a ciblés. Puis toute cette
cette publicité ciblée aussi, elle s'appuie sur des firmes qu'on appelle les courtiers de données qui colligent des centaines de points d'information sur chacun de nous un peu partout, que ce soit sur le net, mais aussi auprès des entreprises avec lesquelles on fait affaire, comme à l'épicerie avec notre carte de fidélisation. Puis créer des profils des socio-démographiques et économiques pour chacun des particuliers. Puis ça sert à améliorer le ciblage des individus par la publicité, mais aussi par les États qui peuvent avoir accès à ces informations-là en retour pour dresser des mêmes genres de profils avec les mêmes outils, mais des profils de suspicion. Bon, ça, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. Fait que tout ça pour dire que bon, comme je l'ai évoqué au tout début, que nos vies sont de plus en plus transparentes aux yeux des entreprises et des États qui ont un intérêt à infléchir nos comportements. Puis les activités de ces entreprises et de ces États-là, sous prétexte de secret industriel ou de sécurité nationale, leurs activités sont de plus en plus opaques. Merci. OK. Je vais embrayer. On y revient. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir de toute façon. Mais devant toute cette surveillance-là, on peut avoir tendance à vouloir se dire, de toute façon, tu sais, si j'ai rien à cacher, si j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à craindre au fond. Mais premièrement, c'est pas comme ça que ça marche. Désolé. Parce que les algorithmes, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ciblent les populations, qui font des profils, sont certes très précis, mais ils sont basés sur des corrélations puis sur des probabilités. Donc, si vous cumulez, disons, trop de caractéristiques qui vous classent dans un profil à risque, par exemple, si vous êtes un écologiste, si vous êtes un autochtone, si vous êtes altermondialiste, vous risquez d'avoir des problèmes aux douanes, vous risquez de passer peut-être des contrôles plus longs, puis vous risquez peut-être même de vous retrouver sur des listes d'interdiction de vol qui viennent d'être élargies, disons, tout récemment cette semaine par le gouvernement conservateur. Puis, deuxièmement, quand on dit ça, j'ai rien à cacher. Si j'ai rien à cacher, j'ai rien à craindre, c'est quoi qu'on dit? Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de se dire, surtout, faut surtout rien avoir à cacher, et surtout avoir un comportement irréprochable en toutes circonstances? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-discipliner, de s'auto-censurer en quelque sorte? Puis ça, c'est un des risques vraiment importants de vivre dans une société où on se sait surveillé ou pas. Quand on n'est pas sûr d'être surveillé. C'est un peu tout le principe du panoptique, disons, qui est ce modèle de prison qui a été développé par le philosophe Jeremy Bentham, puis qui est conçu sur le modèle circulaire, où au milieu, on a une tour de garde. Puis tout autour, il y a les cellules où les prisonniers sont tous visibles de la tour, mais ils ne savent pas s'ils sont surveillés. Donc le principe est simple, c'est d'amener les individus à s'autodiscipliner par le jeu d'un regard qui est constant, puis avec l'isolement aussi, parce que les prisonniers ne peuvent pas communiquer entre eux. Le tout, ça a besoin d'une coercition directe qui est minimale. Donc, c'est difficile de ne pas voir une allégorie avec la société contemporaine, ou société individualiste, où l'isolement puis le repli sur soi, ça tend à nourrir une obsession de sécurité qui dans le fond, qui est la peur de perdre notre confort, en quelque sorte. Puis ça nous rend vulnérables aussi aux offres sécuritaires des industries qui nous proposent des gadgets, des applications pour surveiller nos proches, pour surveiller notre propriété. Puis aussi aux offres sécuritaires des États qui sont là pour veiller sur nous protéger de toutes les menaces potentielles, puis souvent au détriment de notre sécurité. Au détriment de notre liberté. Quel lapsus. Donc, juste pour conclure rapidement, parce que je sais que le temps file, je voudrais juste dire que le contrôle social
que ça induit, tous ces mécanismes de surveillance auxquels on est soumis. C'en est un qui peut se présenter sous un œil assez bienveillant ou même rassurant, sauf que dans les faits, c'en est un qui instrumentalise les individus, qui les conçoit comme une fonction, comme un moyen d'assurer la bonne marche du système économique, de faire rouler l'économie, en gros. C'est pas notre épanouissement là, personnel qu'on veut, même si c'est ça qu'on nous dit dans les pubs de Coke. Puis cette vision-là qui est utilitariste, où l'humain devient un moyen, et non une fin en soi, il faut la combattre. Puis c'est pour éviter que le seul étalon à l'aune duquel on juge la valeur de nos vies, ça soit notre utilité à reproduire le système, à faire vivre les machines qui nous asservissent plutôt que nous libèrent. Voilà. Merci, Lionel. Tu t'es très bien autodiscipliné. Alors, qui sait si nous ne sommes pas surveillés ce soir, d'ailleurs, on ne le sait pas. Tu as très bien mis la table aussi sur beaucoup de points, mais entre autres, l'alliance entre les partenaires économiques et les partenaires politiques dans la surveillance, elle date pas d'hier, mais disons qu'elle prend des proportions assez incroyables de nos jours. Et c'est un petit peu là-dessus que André Mondoux va continuer pour nous amener encore plus concrètement dans cette articulation-là entre le politique, l'économique et le technologique. Alors, à vous la parole. Alors, tout d'abord, merci d'être venu et merci de m'avoir invité. J'en suis reconnaissant. On mentionne beaucoup ces temps-ci, avec raison, la dérive sécuritaire. Mais je tiens à apporter un complément d'information qu'il s'agit là d'une étincelle qui met le feu à des barils de poudre qui s'accumulaient depuis plus longtemps encore. On peut retracer cette dynamique-là à ce que certains dont mon collègue Maxime Ouellette, les caractéristiques du capitalisme avancé néolibéral. C'est-à-dire qu'on est rendu maintenant avec des outils qui ont la prétention de produire le lien social. Les médias sociaux, c'est ça. Si vous regardez Facebook, à l'origine, c'était social utility. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de produire du social comme d'un outil? Un outil que l'on suppose neutre, à tort, nous y reviendrons, mais aussi un outil dont le but est de produire avec efficience, efficacité, de rendre les choses commensurables. Et pour former ce que nous appelons au sein de notre petit groupe de réflexion une forme de gouvernementalité algorithmique. J'aurai l'occasion, de déployer ça. Et effectivement, toute société, on a mentionné le panopticon de Bentham, toute société produit ses formes de subjectivité. Ça, c'est Dieu merci, parce qu'on serait complètement inadapté à notre société. Donc, c'est à la fois, c'est la donne avec laquelle nous avons, mais c'est une donne que nous pouvons changer. Et dans ce cas-ci, et là je rejoins les propos de mon collègue, qu'il faut changer. J'apprends rien à personne en vous disant que depuis les 30 dernières années, on a assisté à la chute, entre guillemets, des grands récits, des grandes idéologies. On a fait place à ce qu'on appelle le multiculturalisme, l'éclatement des identités. Et bien sûr, on en est rendu avec une méfiance envers ce qui est institutionnel. Ça passe pour autoritaire, disciplinaire ou idéologique. Et on est plutôt dans l'éclatement, les cultures en mosaïque. Et voilà pourquoi on a des individus que moi j'appelle des hyper-individualistes, c'est-à-dire des individus qui désormais ont la prétention d'advenir pour et par eux-mêmes. J'ai plus besoin du rapport à l'autre, l'idéologie, ma classe, mon statut, c'est moi qui me donne mon identité. Et d'ailleurs, les Facebook, c'est ça. Si vous regardez un peu Facebook, c'est des quiz identitaires, des pratiques d'auto-expression, qui je suis. Et à la limite, on pourrait même dire qu'effectivement, Facebook, c'est de dire qu'est-ce que je fais, où je suis en temps réel. Donc, on a des sujets qui sont particulièrement bien produits, entre guillemets, une forme de subjectivité qui vise à l'authenticité, à se révéler, à produire ses données. D'ailleurs, et à l'opposé de ça, une forme de gouvernementalité qui, elle,
a besoin justement de déployer, d'avoir des données pour instaurer une gouvernementalité algorithmique. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est, vous avez peut-être entendu le terme, il a été mentionné ici, on dit le big data, c'est-à-dire de colliger des quantités massives de données pour ensuite les encoder sous forme de corrélation algorithmique, qui n'est pas la même chose qu'une causalité. J'aimerais le signaler, la différence est de taille, parce qu'une corrélation, c'est de faire des séries statistiques. Alors, 2, 4, 6, 8, alors le futur, c'est 10. Alors voilà comme maintenant on voit se déployer des formes de modélisation gouvernementale, de gouvernementalité, dis-je, sous forme de, on va recueillir le plus de données possible et là on va générer des modèles, on va générer le futur, on va prévoir le risque. Et en retour, cette forme de généralisation-là, de gouvernementalité, induit une forme de subjectivité qui, elle, se donne ces données et s'exprime, nourrit. Alors là, on retrouve effectivement ce que Foucault voulait dire par le panopticon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre social qui ne crée pas sa propre forme de subjectivité qui est en train de reproduire cet ordre social-là. Or, traditionnellement, à l'époque des grandes idéologies, l'ordre social était symbolique, politique et idéologique. C'était des idées, c'était des débats, c'était des partis. Maintenant, c'est plus ça. Avec l'outil qui produit du social, on occulte le politique et on a l'impression que l'outil révèle du réel. Que ce soit le journaliste qui est maintenant rendu à STM, mais M. Schnob à l'époque à Radio-Canada, qui épluchait le fil de Twitter, comme si c'était autant de réel. Hein? Voici la situation, sans penser que quelles données il prend, quel compte Twitter il révèle. Non, lui, le fil de Twitter, c'était le réel qui se révélait. Et même chose avec le terme forage de données, d'ailleurs. La métaphore minière n'est pas innocente. Alors, l'idée, c'est que le réel, qui normalement, auparavant, était une synthèse de débats collectifs, hein, ce que les Grecs appelaient l'oikoumène, c'est-à-dire la maison, ce que nous avons en commun. Alors, c'était à nous de débattre, malgré nos oppositions, de débattre sur le sort, la responsabilité, la conciergerie, pour ainsi dire, de cet espace commun. Maintenant, cette synthèse-là ne se fait plus dans l'ordre du politique. On a commencé par dire, rappelez-vous, la notion des foules intelligentes. Ah, tout d'un coup, sur le net, il n'y a pas besoin d'avoir de théorie. Les foules intelligentes, une espèce de schéma darwinien que la bonne solution va émerger du nombre. Et maintenant, on est rendu à, on n'a même plus besoin de foules puisqu'il suffirait d'amasser les données et d'avoir une synthèse du social. Une synthèse du social qui prend l'apparence d'un ordre systémique, d'une machine qui produit, qui est efficace, qui rend les choses commensurables. J'ai tant d'amis sur Facebook. L'amitié ici n'est pas de l'ordre symbolique, mais de l'ordre d'un potentiel, d'un pouvoir, essentiellement d'ordre quantitatif. Mon réseau, le nombre de gens. Et ça induit quoi? Parce qu'on pourrait penser que, d'une part, ce n'est pas le réel, mais c'est présenté comme l'efficacité, l'efficience. On l'a vu à la grève des étudiants en 2012. Ah, ces pauvres étudiants qui ne comprennent pas, ils retardent l'économie, ils empêchent le système de fonctionner. Voyez-vous, ce n'est plus des arguments de valeur, d'idéologie. Non, c'est une question de rentabilité, de productivité. Et ici, on voit l'influence de la cybernétique, le social comme machine. La machine à café ne se demande pas si elle fait du café ou non. Sa téléologie, son but dans la vie, c'est de faire du café. Bon ou mauvais, c'est autre chose, je vais vous laisser décider. Mais le social, c'est pas du tout ça. C'est au contraire le politique. Et quand on parle de contrôle social 2.0, c'est intéressant de noter qu'un des thèmes, un des grands mythes du 2.0, c'est l'empowerment, l'émancipation du citoyen face aux idéologies. Et soudainement, on se trouverait à une espèce de degré zéro. Hein, le social viendrait après l'individu. Ça, c'est typiquement néolibéral. Hein, on met l'emphase sur l'individu. Or, le 2.0, et je fais l'exemple avec mes étudiants à chacun des cours, je leur demande en même temps, à voix haute, quand je vais dire 1, 2, 3, go, vous me direz votre couleur favorite. Et vous comprendrez que j'ai autant de couleurs que d'étudiants. Je leur dis, OK, parfait, maintenant faites une société. Et c'est ça, hein, la liberté individuelle tant chérie, si je l'accorde à l'autre, je suis aussi dans un rapport politique, c'est-à-dire qu'il faut décider qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Mais on ne se rend jamais à ce bout-là parce que le rapport politique il est occulté au profit d'une médiation technique qui se présente comme du réel.
Alors, si on vous dit que voici ce qui va se passer, c'est mathématiquement prouvable, voici le forage de données, voici le réel, ça vous place dans une position un peu inconfortable. Être contre le réel, c'est pas winner ben ça. Hein? La première chose, c'est de vous dire vous êtes malade, on a les médicaments qu'il faut maintenant pour vous ajuster, hein? Le fameux soma de M. Huxley, ou bien donc vous êtes un barbare, vous ne savez pas c'est quoi la démocratie, alors vous êtes arriéré, on va aller vous le montrer à coups d'armée, ou encore vous êtes un terroriste, vous êtes un loup solitaire potentiel. Or, ces rapports techniques-là ne sont pas neutres, malgré les apparences. Une des premières choses à faire, et je fais une passe par la bande à Mme Martine, c'est d'arrêter de voir la technique comme étant neutre. Elle ne l'est pas. D'une part, elle vient d'un giron. Hein? Dans ce cas-ci, c'est l'armée américaine, le Pentagone, le marché. Sachez que le Big Data, dès les années 90, le Pentagone, c'est à coût de, dans le dernier budget, c'est 65 milliards consacrés à la recherche en technologie. Alors évidemment, lorsqu'on bêche à coups de milliards, on finit par trouver les truffes qu'on veut et du sur-mesure à part de ça. Donc ces technologies-là sont présentes depuis un bon bout de temps. Les bases de données massives, parce que, bon, le catégoriser en catégories de faire des bases de données, c'est une opération aussi vieille que l'humain lui-même. Donc, c'est pas neutre de ce côté-là. C'est pas neutre aussi parce que ça s'actualise dans des rapports économiques. Juste pour vous dire, la NSA en banlieue de Washington, le nouveau Centre général de fusion nationale, avec tous les sous-traitants, contractants privés, etc., qui gravitent alentour, les hôtels, les restaurants, bref, il est estimé que ça génère une économie locale, entre guillemets, de 8 milliards. Je parle juste d'une petite banlieue de Washington. Donc, c'est des gros sous. Et d'ailleurs, si vous regardez, même Google, à l'origine, ça a été de l'argent par des capitales d'investissement qui... pas juste ça, mais il y a eu un capital d'investissement de la CIA. Donc, les firmes de sécurité et l'armée, dès le début, investissent dans les startups. Alors, et si vous regardez les têtes pensantes... Vous savez qu'aux États-Unis, les universitaires sont un petit peu moins farouches que nous le sommes à l'égard du marché, et c'est un jeu de porte battante. On travaille à l'intérieur du gouvernement, on va à l'armée, à la NSA ou autre, et puis on poursuit sa carrière dans le privé, ce qui nous permet de faire du lobbying auprès de ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, et qui génère énormément d'argent. Juste Lockheed, l'an dernier, c'était 2,6 milliards en contrats gouvernementaux liés. Hein, et si vous regardez les sites web de cette entreprise-là, on fait du big data, on fait de la consultation stratégique, des réseaux de communication. Bref, on est en train de déployer cet arsenal. Pourquoi la sécurité et la surveillance est-elle si importante? Eh bien, si je vous disais que le monde connu se limite à la salle ici, il suffirait que quelqu'un rouvre la porte et sorte pour me mettre à défaut. Hein? L'empereur n'a pas de vêtements. Or, vous avez une idéologie ici, le néolibéral, qui dit « je ne suis pas une idéologie, je parle au nom du monde et non pas sur le monde, et non pas à propos du monde. » C'est du réel que la technique dévoilerait. Donc, c'est un ordre qu'on pourrait dire systémique, un ordre fermé, qui dit « moi, je suis le monde ». Alors, dans ce sens-là, il ne peut pas avoir d'extériorité. Il faut garder les gens à l'intérieur, les surveiller. On a mentionné, nous, dans le groupe de recherche, on appelle ça un traceur. Bon, évidemment que je ne veux pas tomber dans les thèses de conspirationnisme et du complot, mais s'il y a un bon temps pour sortir sa parano puis faire prendre l'air un petit peu, c'est maintenant. Pourquoi, donc... J'ai perdu mon fil d'idée, mais je vais le retrouver. Cette idée qu'il faut surveiller, il n'y a pas d'extériorité. Et si vous êtes extérieur, comme je disais tantôt, vous êtes un barbare, vous êtes un terroriste. Hein? C'est bien. Ce n'est pas une idée qu'on affronte. Et ça, un débat d'idées, c'est le propre de la démocratie, c'est le propre de l'altérité, c'est le propre que nous sommes des êtres symboliques et politiques. Vous dites rouge, dit vert, madame dit rouge, qu'est-ce qu'on fait? On en discute, on débat. Et on s'entend. Alors, s'il n'y a pas ça, eh bien, il ne peut pas avoir d'extériorité. Et à ce moment-là, toute attaque ou toute contradiction est vue comme une atteinte au système. Et là, on commence à avoir justement la notion de loup solitaire.
Hein? C'est inquiétant parce que loup solitaire, ça veut dire que nous sommes tous potentiellement des loups solitaires. Je veux dire, évidemment. Et ça, c'est très problématique pour des raisons que vous imaginez sans peine. Et vous noterez au cours des 10 dernières années, bon, particulièrement depuis le 11 septembre, qui a été un peu... parce que un philosophe du nom d'Agamben, qui est un philosophe politique qui est intéressant, a dit depuis les 20-30 dernières années, on assiste à l'instauration d'un régime d'exception de façon permanente. Hein. C'est bien ce qui se passe avec les lois depuis le 11 septembre. Des lois d'exception, mais qui deviennent permanentes. Or, ces lois-là disent quoi? Ben, de un, vous remarquerez, tant aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, au Canada, il y a une fusion entre ce qui était auparavant de l'ordre du domestique et de l'ordre de l'étranger. Je m'explique. À l'étranger, on pouvait espionner qui on voulait tant qu'on ne se faisait pas prendre. Mais domestiquement, il y avait certaines règles, certaines lois. Hein, autrement dit, que la citoyenneté nous donnait un statut qui n'était pas le même qu'un étranger. Or, depuis les 10-15 dernières années, il y a fusion des services de renseignement externes, entre guillemets, CIA, et interne FBI. Le Homeland, c'est ça. Même chose. Alors, quand vous allez à l'aéroport, citoyen ou pas, nous sommes tous soumis à la même suspicion. Hein? Et d'ailleurs, là-dessus, le rapport d'innocence est un peu inversé, parce qu'avant, comme le soulignait notre ami, ça prenait un mandat d'un juge pour se faire écouter, intercepter. Maintenant, on déploie ces grands filets de pêche électroniques pour ratisser les grands fonds numériques où jadis nous naviguions heureux et insouciants. Et c'est à nous de prouver que nous n'appartenons pas sur la liste des suspects. Alors ça, c'est un renversement qui est troublant en soi. Il me reste combien de temps, Madame Catherine? Je ne sais plus parce que vous avez pu peser sur le mauvais bouton ça, et on moi. est tout mélangé. Je suis un vil coquin. Alors, mais il reste à peu près 8 je minutes. je vais ouvrir les flaps, on va atterrir en douceur. Alors, oui, donc on est tous potentiellement des suspects. Bon, bien sûr, ça s'aggrave entre... Ça rentre dans le multiculturalisme, les cellules dormantes, etc. Mais il y avait cette dimension-là. Ce qui fait que la surveillance, elle est banalisée. Elle fait partie des rapports sociaux. Ce n'est plus juste de dire, je vais surveiller exceptionnellement, mais on est rendu vraiment là-dessus. C'est une dynamique courante, banalisée et intégrée à l'intérieur même des rapports sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que nous sommes dans des rapports où ce qui était le pouvoir de l'ordre politique, si je vous régule au nom de la sécurité qui ne souffre pas d'exception, si je vous régule au nom d'une modélisation du réel que je vous dis c'est du réel, c'est mathématiquement prouvé, eh bien nous ne sommes plus face à un pouvoir, nous sommes face à une puissance qu'on ne peut pas remettre en question. Et ça, c'est... D'ailleurs, il y avait un article dans Le Monde Diplo du mois dernier qui se posait la question s'il n'y aurait pas une tendance dans les pays occidentaux à transformer ou à déplacer ce qui était l'arène politique traditionnelle à des groupes populaires dans la rue qui prennent relève des partis politiques qui sont usés, fatigués ou entremêlés dans des rapports de plus en plus, sinon désuets, à tout le moins problématiques. Donc, et quand on fait face à cette définition de puissance-là, elle n'est pas repérable. Je veux dire, à qui je m'adresse si le fait d'avoir 200 000 personnes dans les rues comme au printemps érable, ça retarde l'économie? Mais je veux dire, au nom de quoi? À qui je m'adresse? C'est qui ça, l'économie? C'est qui l'austérité? On n'a plus d'interlocuteurs politico-idéologiques repérables. Bon, on a le gouvernement, mais au nom de quoi ça se fait? Ça se fait au nom d'une rationalité technique qui nous révélerait le monde tel qu'il est. Et ça, c'est une grave erreur. Et en partant, il faut désamorcer et neutraliser cette prétention-là et se dire, en conclusion, qui fait quoi? Mais c'est toujours une question de ça. Et surtout dans le cas de la technique, on n'est pas encore rendu à la revanche des robots, Dieu merci.
D'ailleurs, là-dessus, je pense que c'est pas tellement les robots qui vont devenir plus intelligents. Ça fait des siècles qu'on parle d'intelligence artificielle. Je pense que c'est surtout une forme de subjectivité qui devient de plus en plus robotique. Hein? Je like pas, je m'exprime à 140 caractères ou moins, c'est du temps réel, cocher oui, cocher non. Bref, on est en train de développer des représentations du monde numérique et qui s'adaptent tant par la forme que le contenant et le contenu à ces grands filets électroniques. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus jojo dans la vie, là, mais je suis sûr que Mme Martine va reprendre au bon et nous proposer des solutions. Et avec mon copain Maxime, mon collègue, le mot totalitaire, il sort pas comme ça facilement. Bon, peut-être que Maxime, qui est le calorie dans la mine pour notre groupe à nous autres, mais effectivement, on se demande, est-ce qu'on est rendu là? Parce que la question n'est pas de se demander si une telle société serait toujours démocratique. Parce que Big Brother, il était idéologique, il était politique. Hein? C'était Océania se battait contre les autres au nom d'eux. Il y avait des adversaires repérables. Maintenant, avec la gouvernementale algorithmique, il y a juste une efficience technique qui se déploie. Alors la question, c'est non seulement est-ce que c'est démocratique, mais est-ce toujours politique? Et là, il y aura des débats intéressants. Mais j'arrête là-dessus pour céder place aux autres. Merci. Merci. Alors là, Martine Éloi en a lourd sur les épaules parce que c'est elle qui est chargée de nous parler des résistances, de toute la question du contrôle démocratique de cette surveillance-là et qui est si nécessaire pour la sauvegarde de nos droits et libertés. Alors, vaste sujet. Pas évident non plus de couvrir ça en 20 minutes, mais je pense que Martine va nous faire ressortir là, une bonne couple d'éléments centraux à retenir. Bonsoir. Alors, quand on parle en dernier, il risque d'y avoir des éléments sur lesquels je recoupe des choses qui ont été dites avant, mais j'imagine que ça prouve qu'on est sur la même longueur d'onde et puis je vais quand même donc vous en parler. Lorsqu'on parle de surveillance, il est facile de se sentir impuissant puis impuissante devant un système qui est macro. Il agit tant au niveau national qu'au niveau transnational et le plus souvent d'ailleurs derrière des portes closes. Il nous paraît impalpable et tout puissant. Donc, comme Catherine vient de le dire, le but de mon propos ce soir est de nous inviter à ne pas céder à ce sentiment d'impuissance et de voir ensemble comment qu'on peut s'organiser pour résister à la société de surveillance. Comme Glenn Greenwald l'a dit lors de sa conférence à Montréal, toute institution, tout système, aussi puissant est-il, qui a été mis sur pied par des hommes, peut être modifié, détruit et remplacé par l'intervention humaine si seulement on en a la volonté. Pour en avoir la volonté, il faut d'abord commencer par se débarrasser d'un certain nombre d'obstacles. Un obstacle, c'est que ce système a besoin de notre participation et on y participe allègrement. Et Emiliano a mentionné comment, qu'en fin de compte, on retire des bénéfices du système de surveillance. Contrairement à des pays sous dictature où il y a une espèce de résistance spontanée qui se manifeste parmi la population face à la dictature, comme ça a été le cas par exemple dans le cas de la Stasi, ici, on collabore avec ce système de surveillance parce qu'il nous est présenté comme étant pour notre bien ou nous présentant des avantages. On a juste à penser, carte de fidélisation qui nous offre soit des rabais en argent, soit des cadeaux, soit les instruments de localisation, les GPS, les Google Maps nous facilitent la vie, un téléphone cellulaire, c'est tellement commode, Skype, c'est bien pratique quand on veut parler à nos proches qui sont à l'autre bout du monde. Donc, tout ce système qui est mis en place nous est présenté, en fin de compte, comme étant un plus, quelque chose qui nous facilite la vie. Et, comme j'ai dit tantôt, on y collabore allègrement. Donc ça, c'est le premier obstacle. C'est plus difficile de contrer ce genre de système qu'un système qui nous est imposé par une dictature.
Deuxièmement, c'est que le système de surveillance porte atteinte à nos droits, bon, que ce soit le droit d'association, le droit de penser librement, la liberté d'expression, mais quand on perd un droit, c'est quelque chose d'un peu abstrait et souvent, ça n'a pas une grande résonance chez l'individu. Si le gouvernement nous annonce qu'ils vont couper notre salaire de 20 %, on sait ce que ça veut dire 20 % de moins sur notre chèque de paye. Mais si le gouvernement conservateur nous annonce qu'il va resserrer les contrôles frontaliers, ça n'a pas nécessairement une répercussion très concrète pour la plupart des gens. Prenons un cas qui est un cas réel. M. Andrew Feldmayer, un psychothérapeute connu de Vancouver. Il était probablement pas très inquiet quand il a entendu qu'il allait y avoir renforcement des mesures frontalières, jusqu'à ce qu'il se voit barrer l'entrée aux États-Unis en 2006. Il avait fait des expériences avec le LSD au début des années 70 afin d'explorer l'usage des hallucinogènes dans le traitement des patients. Et il avait publié un article dans une revue scientifique à l'époque. En recherchant le nom de M. Feldmayer sur Google, les gardes-frontières américains sont tombés sur l'article en question et comme la consommation d'hallucinogènes font partie d'une loi américaine qui s'appelle Controlled Substance Act des États-Unis, M. Feldmayer a été arrêté, détenu pendant 5 heures et relâché seulement après qu'il eut accepté de signer un aveu comme quoi il avait violé la loi. M. Feldmayer est maintenant interdit de rentrer aux États-Unis de façon permanente et il ne pourra plus jamais visiter ses enfants qui habitent à Los Angeles et au Denver. M. Feldmayer croyait probablement qu'il n'avait rien à se reprocher et donc rien à craindre. Il a appris à ses dépens que c'est un lieu commun qui, même si ça semble une évidence pour beaucoup de gens, c'est en fait malheureusement faux. Moi, je dirais même que dans une société de surveillance, même si nous n'avons rien à cacher, nous avons tout à craindre. Tout à craindre, entre autres, parce que ça remet en question les fondements mêmes de la démocratie. Et nous avons tout à craindre, disons, pour 2 raisons. D'abord, parce que le système de surveillance, et ça a été mentionné par mes 2 collègues, n'a pas comme objectif simplement de surveiller des personnes qui sont soupçonnées d'activités criminelles ou encore qui en ont commises. Dans un cas comme ça, on pourrait dire, bon, j'ai rien à cacher, moi. Mais le système actuel vise plutôt à identifier des risques potentiels à partir d'algorithmes, et ça aussi, mes 2 collègues en ont parlé, qui permettent d'établir des profils de risque. Alors, établir un profil de risque, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très facile de se retrouver dans une catégorie à risque. Un exemple un peu anodin, mais quand même pas tant que ça. La compagnie Canadian Tire avait fait une étude des pratiques de vente des gens qui achetaient avec des cartes de crédit. Ils se sont aperçus que les gens, la conclusion de l'étude plutôt, c'est que les clients qui achetaient des accessoires d'automobile en chrome étaient des moins bons payeurs que ceux qui achetaient des coussins pour les pattes de leur mobilier. Alors, sachez que la prochaine fois que vous irez chez Canadian Tire et que vous achèterez un pare-choc en chrome, vous tomberez dans la catégorie des mauvais payeurs, et ceci même si vous avez toujours payé vos comptes scrupuleusement. C'est un exemple banal, mais qui est très parlant, parce qu'il vous montre comment que, indépendamment de vos habitudes à vous, indépendamment du fait que vous avez toujours payé vos factures, vous tombez dans la catégorie à risque parce que vous correspondez à un des critères de risque de cette catégorie. Donc, si on reprend ce même exemple-là, un peu plus politiquement, et si on dit qu'il est établi que des personnes qui sont à risque de poser des gestes terroristes ont en général entre 20 et 30 ans, ont déjà voyagé dans un pays, Afghanistan, Irak, Iran, et aiment les livres de science-fiction. Si vous avez 25 ans, si vous êtes allé en Iran parce que vous êtes intéressé par l'architecture persane et que vous aimez
de la science-fiction pour des raisons littéraires, vous devenez suspecte. Parce que les profils de risque et les logarithmes, ils n'ont rien à faire de vos motivations. Donc, peu importe pourquoi vous l'avez fait, vous avez les caractéristiques et vous tombez dans le profil de risque. Et dernièrement, pour déconstruire cette notion que si on n'a rien à cacher, on n'a rien à craindre, il y a le fait que, dans le fond, nous avons tous quelque chose à cacher. Si je vous demandais d'emblée de me dire combien vous avez en banque, est-ce que vous avez déjà consulté un psychiatre, quels médicaments prenez-vous et avec qui avez-vous eu des relations intimes depuis les 20 dernières années? Est-ce que vous me répondriez? Alors, est-ce qu'on a tous quelque chose à cacher? On a tous des tonnes de choses qu'on dit à des personnes qui sont proches et qu'on ne veut pas que ces personnes répètent. C'est notre vie et on ne tient pas à ce qu'elle soit publique. Alors, peut-être que vous croyez que j'ai fait un grand détour pour vous parler des formes de résistance possibles, mais il faut être convaincu des dangers potentiels que représente la surveillance, au niveau personnel aussi bien qu'au niveau sociétal, si nous voulons opposer une résistance à cette surveillance. Maintenant, il faut se rappeler aussi que la société de surveillance et de contrôle se bâtit sur la peur. La première chose à faire, donc, est de reprendre notre pouvoir citoyen. Reprendre notre pouvoir citoyen, c'est refuser les campagnes de peur du gouvernement. Ça, Emiliano l'a mentionné tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a un événement, et si on prend le cas, par exemple, du soldat qui a été tué sur la colline parlementaire, ça faisait à peine des minutes qui s'étaient écoulées depuis la tuerie, et avant que le gouvernement Harper ait déclaré que c'était un geste terroriste et qu'il allait resserrer les mesures de sécurité en présentant des projets de loi. Donc, on voit comment les gouvernements utilisent la peur pour mettre de l'avant des mesures qui font leur affaire parce que ça augmente le pouvoir des services de sécurité. Et que, entre autres, ça aide l'industrie multimilliardaire de la sécurité. Donc, la première chose, c'est refuser les campagnes de peur. La deuxième, c'est refuser d'être manipulé au nom de la sécurité. Refuser d'accroître les pouvoirs de surveillance et de contrôle sous prétexte d'assurer notre sécurité. Se rappeler, après tout, que vivre est un risque et une sécurité absolue, c'est impossible. Se rappeler que nos libertés sont notre sécurité. Et un autre exemple, c'est le gouvernement qui récemment a parlé de criminaliser l'apologie du terrorisme. Et là, on peut se rappeler qu'il y a des personnes comme Mandela qui faisaient partie d'une organisation qui était considérée terroriste et qu'aujourd'hui, on fait l'apologie de Mandela comme un grand homme. Donc, si on avait appliqué la criminalisation de l'apologie du terrorisme à ce moment-là, tous ceux qui avaient appuyé la lutte de Mandela pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud auraient été criminels. Et dernièrement, je dirais exiger des conditions d'exercice de notre citoyenneté qui reposent sur le fait d'être informé. Donc, on doit avoir accès à l'information et le gouvernement ne doit pas être opaque. Nous devons avoir la possibilité d'exercer un jugement critique et défendre la liberté de penser et de s'opposer au gouvernement, peu importe, et on doit aussi défendre notre droit à la dignité, à l'autonomie. Alors, une fois tous ces préalables-là acquis, quelles sont les stratégies de résistance auxquelles on peut penser? Excusez-moi. Alors, la première, c'est de faire pression sur les gouvernements pour exiger des balises aux activités de surveillance. Les nouvelles technologies de l'information sont développées de manière fulgurante et
les lois de protection des renseignements personnels n'ont pas suivi. J'aime des fois donner l'exemple juste pour qu'on s'arrête et qu'on prenne conscience. Avant, il y avait juste le téléphone. Avant. Et si on compare la quantité d'informations qui pouvaient passer par un téléphone ordinaire, là je ne parle pas d'un téléphone intelligent, et ce qui passe aujourd'hui par Internet, par les téléphones intelligents et par les ordinateurs, il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Or, il n'y a pas eu de mise à jour des balises gouvernementales. Et quand il y a eu des tentatives de mise à jour sous prétexte justement de mise à jour à cause de l'informatique, c'était pour augmenter les pouvoirs et non pas pour augmenter la protection des renseignements personnels. Donc, il y a eu ce développement fulgurant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir qu'il commence, depuis les révélations Snowden, entre autres, d'avoir un consensus général. On a vu un consensus général se développer au niveau international, à savoir que les pratiques actuelles de surveillance sont allées trop loin et qu'il est urgent de prendre des mesures pour les encadrer de façon à protéger les droits à la vie privée et à la liberté d'expression. En juillet 2013, à l'initiative de 3 grandes organisations, Privacy International Access et Electronic Frontier Foundation, une centaine d'organisations de divers pays à travers le monde ont lancé un appel à l'endossement de principes fondamentaux pour encadrer la pratique et la collecte de données personnelles. Cet appel a été rédigé suite à une vaste consultation menée sur une période de plus d'1 an auprès d'ONG et d'experts internationaux sur les aspects juridiques, politiques et technologiques de la surveillance des communications. Et en s'appuyant sur le fait que les États ont des obligations à ce chapitre, les 13 principes ont été adoptés qui proposent des balises pour réglementer et contenir la collecte et l'utilisation de données dans l'environnement numérique actuel. Ces balises sont générales, mais elles doivent servir de guide pour mettre de l'avant des revendications adaptées à la réalité de chaque pays. Et les principes énoncés sont, par exemple, le contrôle public. Les agences ou la collecte d'informations ne doit pas se faire par des agences privées, mais doit être sous contrôle public. Les données collectées doivent l'être seulement lorsque c'est nécessaire et elles doivent servir aux fins pour lesquelles elles ont été ramassées. Donc, si vous allez voir votre médecin, il peut vous demander votre poids, votre âge, votre numéro de téléphone, mais il ne peut pas vous demander si vous avez des REER, et puis quelle est, je ne sais pas, là, mais des choses, autrement dit, qui n'ont pas attrait à votre santé. Et les informations ne doivent pas pouvoir être échangées pour autre chose que ce pourquoi elles ont été obtenues sans le consentement de la personne à qui elles appartiennent. Donc, pour en savoir plus, je ne peux pas, ici, dans le temps qui m'est alloué, passer à travers les 13 principes, mais si vous voulez en savoir plus, ils sont expliqués dans la revue de la Ligue des droits et libertés qui est disponible à l'entrée. Et vous pouvez aussi aller sur le site web à www.necessaryandproportionate.org. Dans cet esprit, on revendique au Canada la mise en œuvre des recommandations du juge O'Connor suite à la commission Aurore. Et ces recommandations proposent entre autres la mise sur pied d'un mécanisme de surveillance qui aurait des pouvoirs et les moyens de surveiller les activités de l'ensemble des agences de renseignement du Canada. Les révélations Snowden ont clairement donné une impulsion à la lutte pour la protection des renseignements personnels. Après avoir appris qu'ils avaient été victimes de surveillance par la NSA, il y a certains pays qui sont en train de se mobiliser pour mieux protéger leurs données. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, 562 écrivains et 5 lauréates du prix Nobel dans 80 pays ont lancé un appel pour dénoncer l'espionnage institutionnalisé des citoyennes à l'ère numérique. Et de plus, le Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme vient de produire un rapport qui propose des balises, le droit à la vie privée à l'ère du numérique. Bon, c'est toutes des réactions institutionnelles de la part d'instances gouvernementales et de l'ONU et
de la part aussi d'ONG et de citoyens engagés qui se sont mobilisés, même au niveau international. C'est seulement une partie de la réponse. On sait comment que les agences de renseignement sont promptes à contourner des réglementations pour atteindre leur but. Par contre, un autre moyen de résistance, c'est de faire pression sur les entreprises pour qu'elles s'engagent à protéger les données. Et là encore, on peut être un peu sceptique et dire « Oh, les entreprises, qu'est-ce qu'on peut y faire? » Mais on a quelques exemples. Par exemple, en 2009, suite à l'intervention de la commissaire à la vie privée du Canada sur certaines pratiques de Facebook qui étaient contraires au respect de la protection de nos renseignements personnels. Comme je ne sais pas si vous vous souvenez au début de Facebook, quand on connaissait quelqu'un qui devenait membre de Facebook, on recevait des courriels qui nous étaient envoyés non pas par nos amis, mais par Facebook, en nous disant « telle personne aimerait ça que vous deveniez son ami ». Je sais que moi, ça m'insultait. Je me disais, comment ça que Facebook m'interpelle au nom de mes amis? En fait, c'était la commissaire à la vie privée a fait pression sur Facebook parce que c'était illégal, entre guillemets. En tout cas, pas illégal parce qu'il n'y avait pas de loi, mais c'était, disons, contraire à la protection des renseignements personnels. Et Facebook a dû modifier certaines pratiques pour protéger les données personnelles de manière plus adéquate. Et ces modifications, qui ont été obtenues grâce à l'intervention de la commissaire à la vie privée, s'appliquent à tous les utilisateurs dans le monde. Donc, c'est comme un exemple qui démontre que ça peut être utile de faire pression sur les entreprises elles-mêmes. Cette semaine, l'annonce de Google, je dis cette semaine, c'était la semaine dernière en fait, Google a annoncé qu'ils abandonnaient la production de Google Glass parce qu'elle était trop impopulaire. Et depuis les révélations Snowden, certains pays menacent d'interdire Google et Facebook s'ils ne corrigent pas leurs pratiques. Dernièrement, donc pour conclure, disons le troisième moyen de résistance, c'est nous-mêmes, personnellement, d'adopter des pratiques d'utilisation sécuritaire. Choisir des entreprises qui ont démontré qu'elles protègent nos renseignements personnels. On sait, suite aux révélations Snowden, que la NSA avait accès aux données de grandes compagnies comme Google, Facebook, Yahoo, Skype, YouTube, Microsoft et Apple. Pourquoi ne pas choisir plutôt des entreprises qui ont démontré qu'elles s'engagent à protéger nos renseignements? Par exemple, on peut choisir Firefox plutôt qu'Internet Explorer. On peut choisir Linux plutôt que Windows, DuckDuckGo plutôt que Google, et le logiciel de courriel Zoho ou Thunderbird plutôt que Outlook. Snowden nous recommandait aussi l'encryptage de données. L'encryptage rend la collecte de renseignements très difficile, sinon impossible. Quand Snowden a lancé l'appel, il y a maintenant une hausse de 60% de l'encryptage sur Internet. La NSA s'est plaint d'ailleurs que l'encryptage nuisait à sa capacité de surveillance. Donc, par-dessous tout, comme moyen de résistance, nous devons changer notre vision de la vie privée, saisir toute son importance pour l'existence de la démocratie, comprendre l'importance de celle-ci comme rempart contre la dictature pour une démocratie dynamique. Plus nombreuses et nombreuses nous serons à avoir conscience de la duperie de la logique sécuritaire, mieux nous pourrons résister à toutes les mesures introduites sous le couvert de la lutte au terrorisme et la mise en place d'une société de surveillance et de contrôle. N'oublions pas que le chemin vers une véritable sécurité passe par la répartition équitable des richesses, tant au niveau national qu'au niveau international, ainsi que par le combat contre la misère, la pauvreté et toutes les formes d'exclusion et de discrimination. C'est là le seul véritable rempart contre la violence et le terrorisme. C'est le vrai gage de notre sécurité. Dans le monde qu'on nous propose, n'oublions pas que nous ne serons pas plus en sécurité, nous serons seulement moins libres. Merci. Merci beaucoup, Martine. Je suis sûre que ça va nourrir des échanges passionnants tout à l'heure, toute la question des résistances.
Ça nous fait voir aussi tout le travail d'éducation citoyenne, d'appropriation citoyenne des technologies, de l'informatique. On a tous quelque chose à faire à cet égard-là pour pas que la technologie nous domine finalement. Et il y a aussi un travail à faire auprès de nos gouvernements. Dieu sait, ça rentre dans la section pression, mais il y a aussi faire en sorte que nos gouvernements soumettent leurs choix informatiques en matière informatique au contrôle démocratique aussi. Et à cet égard-là, je veux vous faire connaître que le syndicat, le SFPQ, le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, vient de relancer un appel qu'ils ont lancé il y a 3 ans, littéralement, mais qui manifestement n'est pas entendu. Alors, ils reviennent à la charge ces jours-ci avec plusieurs organismes, dont le Centre Justice et Foi qui organise la soirée de ce soir, pour qu'il y ait une commission d'enquête, je vais vous le dire comme il faut, une commission d'enquête publique sur l'octroi et la gestion des contrats informatiques du gouvernement. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est un peu comme dans le domaine de la construction, il y a des choses qu'on doit aller examiner parce que les coûts explosent, les firmes privées en profitent au détriment de la sphère publique, du secteur public. Et que tout ça, ça nous rend dépendants aussi des firmes privées qui sont pas les plus transparentes, comme on sait. Et qu'il y a un manque de concurrence aussi. Alors, cet appel-là est relancé actuellement pour qu'on fasse la lumière sur comment notre gouvernement se comporte dans ses choix informatiques. Et aussi, ce qui vient souvent avec ça aussi, c'est de l'inciter à faire appel au logiciel libre, évidemment. Alors, sans doute que vous pouvez aller sur le site du SFPQ ou s'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui en sait plus long, vous pourrez intervenir tout à l'heure. Mais il y aura très, très bientôt, si vous allez sur leur site, des informations là-dessus.